forum du studio Kalangu, le 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 forum du studio Kalangu. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangu. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont l'adoption du projet du budget général 2021 équilibré en recettes et en dépenses à 2644,53 milliards de francs CFA. C'était mardi 1er décembre à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. À suivre également dans ce forum l'analyse de nos confrères sur l'adoption samedi 28 novembre à l'Assemblée nationale du projet de loi portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes. L'actualité, c'est aussi la célébration lundi 30 novembre à Niamey de la journée nationale de la liberté de presse. Pour commenter et analyser ces faits de l'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Al-Hajj Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Al-Hajj Mohamedou Souleymane, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Issa Madougou, journaliste indépendant. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Au téléphone, nous avons Ousseini Issa Jibo, journaliste indépendant également. Ousseini Issa Jibo, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Nous ouvrons ce forum par l'actualité à l'Assemblée nationale. Le Parlement nigérien a adopté mardi la loi de finances 2021. Ce budget général de l'État s'équilibre en recettes et en dépenses à 2644,53 milliards de francs CFA en 2021 contre 2514,40 milliards au deuxième collectif budgétaire 2020. Soit une augmentation de 130,14 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 5,18% en valeur relative, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP sur son site. Al-Hajj Mohamedou Souleymane, quelle observation faites-vous au sujet de la loi de finances 2021? Merci bien Mokhtar. On constate que quand même d'année en année, le budget du Niger évolue, je veux dire, en termes de croissance, en termes de chiffres. On observe justement, contrairement par exemple à 2018, moins d'engouement de la société civile, moins de bruit, en tout cas moins de contestation. Il y a comme qui dirait une certaine indifférence. Je sais que quand même certaines structures ont travaillé avec la commission des finances, mais on se rend compte qu'il y a moins de bruit par rapport particulièrement à l'année 2018. Est-ce à dire que les préoccupations des Nigériens ont été prises en compte dans ce budget-là? Bon, je pense que quand même, normalement, une loi de finances... c'est quand même un travail aussi technique où les dirigeants, en tout cas ceux qui proposent le projet, donc je pense que doivent tenir compte donc de l'intérêt général. L'autre observation, c'est de dire qu'en réalité, le budget, ce n'est pas seulement le chiffre, mais en fait la qualité de la dépense publique. Ces dernières années particulièrement, les Nigériens en tout cas sont très sont très critiques par rapport à la dépense publique, c'est-à-dire qu'avec les pratiques corruptives, avec les scandales répétés en tout cas dans certains départements ministériels, je m'en vais pour preuve. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose cela? C'est une très mauvaise chose, c'est-à-dire que lorsqu'on doit acheter du manuel scolaire, lorsque l'État dégage les moyens, si on peut acheter avec 10 milliards, pourquoi en acheter pour 20 milliards? Je veux dire que faire en fait, c'est facturer l'État.
Oui, mais est-ce que le fait de veiller, le fait que les citoyens veillent, est-ce que c'est une bonne chose? Mais justement, c'est pourquoi, effectivement, les structures, que ce soit le Parlement d'abord, qui a cette vocation donc, de contrôle donc, de l'action du gouvernement. Absolument, l'action gouvernementale. La société civile, la presse, toutes les institutions donc, de contrôle doivent justement veiller, doivent vraiment véritablement être exigeantes par rapport à la question du budget. Je parle justement d'un exemple, le ministère de la Défense. On a vu à l'occasion du débat sur le scandale donc, du ministère de la Défense, comment les gens créent des sociétés fictives qui n'existent pas et comment ils surfacturent de mauvaises pratiques véritablement criardes qui ne peuvent pas s'expliquer dans un contexte où le pays est menacé, en tout cas par des terroristes. Donc, je pense qu'on insiste beaucoup, en tout cas, l'attente des Nigériens, c'est vraiment qu'on mette un accent particulier sur la qualité de la dépense publique. Alors, Alhaji Mahamadou, comment faire à présent pour que ces genres de pratiques, ces scandales dont vous faites allusion ne se reproduisent plus au Niger? La meilleure façon, en tout cas, d'exécuter le budget de manière vraiment rigoureuse et respectueuse de l'intérêt général, c'est qu'il faudrait que les mécanismes de bonne gouvernance soient vraiment activés, et notamment la sanction. La meilleure façon, en fait, la loi, sa philosophie, son but, c'est de prévenir justement le crime. Lorsque les gens savent effectivement qu'ils vont être sanctionnés, lorsque les gens savent que véritablement ils ne peuvent pas impunément détourner les biens publics, ils ne vont pas le faire. Est-ce que c'est parce qu'il y a des insuffisances au niveau des textes ou bien c'est le manque de sanctions Non, la plus grave insuffisance, c'est l'impunité. Lorsqu'on ne sanctionne pas les gens, on a connu des scandales. Mais les textes ont prévu la sanction, de sanctionner. Écoutez, la référence que les Nigériens opposent à tous les régimes démocratiques, c'est la gestion de Kounché. Kounché, ce n'est pas un démocrate, mais on pense qu'on a vu même ses propres frères, en tout cas ses parents à lui, personne ne va oser. Quelqu'un disait que même la photo de Kounché fait peur. Parce que tout simplement, en matière de biens publics, c'est sacré. Et je pense que véritablement, il ne faut pas avoir de complexe à le dire. La solution idoine, c'est d'abord la sanction. C'est-à-dire qu'il faudrait être très rigoureux dans l'application de la loi. Parce qu'autrement, lorsqu'il y a impunité, les gens vont dire, même quand je le fais, ça va se passer. Et c'est pourquoi, effectivement, d'année en année, on se rend compte que les scandales se répètent. Issa Madougou, ce budget a été élaboré dans un contexte marqué par plusieurs chocs exogènes. Quelles peuvent être les attentes et les craintes des Nigériens vis-à-vis de ce budget 2021? Merci Mokhtar. Vous savez bel et bien qu'aujourd'hui, depuis quelques années, compte tenu de la situation sécuritaire, le budget a connu une hausse et cette partie consacrée à la sécurité est en train de prendre plus de part que les secteurs sociaux de base. Il y a aussi la maladie du Covid-19. Non, la Covid-19, c'était tout récemment et aujourd'hui, les pays riches sont en train de réfléchir grâce à un plaidoyer des pays du tiers-monde pour qu'on puisse revoir la dette. Mais cette dette même que nos pays ont contractée, on ne sait même pas comment ils ont utilisé tout cet argent-là. Parce qu'ils ont investi dans des infrastructures aujourd'hui qui n'apportent pas un plus au quotidien. Moi, je vais m'apaisanter sur un point. Quand on parle du budget, moi je me rappelle en 2011, quand le président Issoufou était venu, il a promis aux Nigériens, parmi des promesses vraiment dont les Nigériens tiennent en compte, l'efficacité de la dépense publique. L'orthodoxie financière. Quand on prend 5 francs pour l'éducation, on va investir ces 5 francs. Et il y a un contrôle efficace pour qu'on sache bien si ces 5 francs ont été utilisés bien et que ça a eu un impact dans le système. Il y a la dépolitisation de l'administration, la remise des Nigériens au travail. Et maintenant, cette efficacité de la dépense publique aujourd'hui, au regard de ce qui s'est passé durant toutes ces années, on se rend compte qu'au Niger, on a une loi, on a des mécanismes, mais à quoi servent ces mécanismes? Si l'application de toutes ces lois est sélective. Aujourd'hui, on ne comprend pas. On a l'argent public. Parfois, plus souvent, c'est la dette que les Nigériens vont payer durant les années à venir. Parce que quand un pays contracte
une dette, ce n'est pas le pays seulement. Mokhtar, vous-même et moi, nous allons payer cette dette. C'est pour cela que cet argent doit être utilisé d'une manière rationnelle. Aujourd'hui, on prend le secteur de la sécurité, qui prend le dessus sur l'école nigérienne, qui est aujourd'hui dans une situation vraiment pitoyable. On prend la santé. Aujourd'hui, nos centres de santé publics, c'est la même chose que les cliniques privées. Quand vous partez aujourd'hui, même pour les premiers soins, si vous n'avez pas de quoi payer l'ordonnance, vous allez mourir directement. Est-ce que ce n'est pas l'enveloppe allouée à la sécurité qui a englobé, qui a phagocyté les dépenses de tous les autres secteurs? Tout à fait. Et force est de constater que cet argent a été utilisé au regard de ce qu'on connaît comme le scandale du ministère de la Défense nationale. Cet argent a été utilisé autrement. Des super Nigériens se sont permis aujourd'hui de mettre en insécurité d'autres Nigériens, Comment ça? Mais nos soldats qui sont morts, moi c'est pas moi qui le dis. L'audio a circulé partout du ministre. Si les gens s'étaient bien équipés, ils auraient pu faire face. Comment on pense que les gens qui sont en Djalabia peuvent venir défaire une armée bien formée et structurée comme l'armée nigérienne? Si les gens avaient les moyens nécessaires, si les gens sont motivés. Donc, c'est-à-dire qu'on octroie plus de fonds à un secteur dont l'utilisation de ces fonds-là, et aujourd'hui, comme Alaj l'a dit, il faut sanctionner ces pratiques, doivent disparaître. Parce qu'on ne peut pas investir de l'argent, faire part des choses, et au finish, on retrouve que rien n'a été fait au finish. Donc, il faut que ça soit vraiment l'efficacité de la dépense dont on a fait rêver les Nigériens. Moi, j'aimerais bien savoir où en sommes-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a des problèmes, il faut sanctionner ceux qui sont auteurs et co-auteurs de ces forfaitures. On va retrouver Ousseini au bout de la ligne. Ousseini Sajibo, que faut-il comprendre au sujet de ce projet de budget 2021? Bon, mais Mokhtar, le projet de budget, bien évidemment, on a vu qu'il y a une hausse, n'est-ce pas? D'accord, il y a une hausse. On parle du budget chaque année, on élabore un projet de loi, on adopte, on met en œuvre un certain nombre de politiques publiques. Et je suis totalement d'accord avec Alhaji Mohamed Suleiman, mais également avec Issa Madougou. Le problème n'est pas en soi le montant. Le problème, c'est l'efficacité de la dépense, effectivement. On dit, bon, voilà, il y a tel pourcentage qui est alloué à l'éducation, par exemple. Il faut que ce qui est véritablement alloué à l'éducation, ce montant-là puisse être injecté, puisse être dépensé de manière vraiment efficiente. Mais qu'est-ce qu'on constate le plus souvent? Voilà le montant qui est alloué au secteur de l'éducation, au secteur de la santé. Mais malheureusement, une bonne partie de cet argent-là est dissipé totalement. Est dissipé au lieu qu'on l'injecte de manière à ce qu'on puisse faire de l'école une école de qualité. Au lieu qu'on puisse faire de la santé une santé de qualité, ça profite plutôt à quelques individus qui sont là tapés dans l'administration publique et au nom de l'impunité. Une bonne partie est dissipée. On a vu tout à l'heure, l'exemple a été cité par non seulement Alhaji Mohamed Suleiman, mais également Issa Madougou. On a vu ce qui s'est passé au niveau du ministère de la Défense nationale. On a vu les milliards qui ont été dissipés par des gens. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que ces gens ont été sanctionnés? Parce que c'est ça le plus important. Quand l'argent public, là, des gens se permettent de le dissiper, en tout cas, à leur propre profit, alors que les populations sont là, réunies, moi je pense que c'est juste un exercice, chaque année on fait. Il faut mettre fin à l'impunité si on veut réellement se développer. Pourquoi les pays occidentaux sont développés? Parce que tout simplement, ils sont parvenus à régler ces questions-là. Vous dépassez un franc de l'État, vous volez un franc de l'État, il n'y a rien à faire. Vous risquez même la prison. Non seulement vous allez rembourser, mais vous risquez d'aller en prison. Mais ici, chez nous, d'accord, un budget est là. On dit que ça a connu une hausse. Mais qu'est-ce qui va changer dans le quotidien des Nigériens? C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on crée les conditions pour que le quotidien des Nigériens s'améliore? Voilà toute la problématique. Le tout n'est pas de venir dire, parce que c'est de l'argent public qu'on mobilise avec les citoyens. Il faut que les citoyens, en tout cas, puissent aussi bénéficier d'un certain nombre de prestations de l'État. On n'est pas dans ce schéma-là. On a un budget, vous allez voir cette année, l'année prochaine, ça ne va rien changer dans le quotidien des gens. C'est ça, il faut arrêter. Il faut mettre fin à l'impunité et il faut assurer l'efficacité de la dépense. Le plus important n'est pas le montant, mais le plus important, à mon sens, c'est
la manière de gérer cet argent-là. C'est ça le véritable problème dans nos pays. C'est ça le véritable parce que à la faveur de la démocratie, Alhaji Mohamed Suleiman l'a dit, sous le régime Kounché, c'était un régime d'exception. Personne n'osait toucher à l'argent public. Parce que si vous le faites, vous savez que vous allez partir en prison. Quel que soit par ailleurs le lien avec le président, il ne badine pas sur cette question-là. Mais malheureusement, la démocratie est venue et les gens en profitent. L'impunité s'est installée. La corruption a pris des proportions inquiétantes. On en parle, mais il n'y a aucune action qui est véritablement menée pour mettre fin à ces pratiques-là. Merci Hussein Issa. On va observer une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Le Parlement nigérien a examiné et adopté à l'unanimité samedi 28 novembre à Niamey le projet de loi portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes. Le nouveau texte vise à corriger les insuffisances constatées dans l'application des textes précédents, notamment l'âge de la retraite des militaires de rang qui passe de 47 à 52 ans, a expliqué le ministre de la Défense nationale, professeur Issoufou Katambe, au micro de Michel Didji. C'est pour corriger les insuffisances que nous avons eues dans l'application des textes précédents. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été pris en compte. Nos militaires, ils vont très jeunes à la retraite. Quand je vous prends le cas, par exemple, de ce qu'on appelle les militaires de rang, ils vont à 47 ans à la retraite. Et vous savez mieux que moi, c'est à 47 ans qu'on a la force de pouvoir faire le choix. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont à la retraite. Nous avons trouvé qu'il fallait revoir ça. Donc, à partir de l'adoption de ce texte, ils vont aller à la retraite à 52 ans. Parce qu'après 52 ans, c'est difficile de continuer à aller se battre sur le terrain. Ensuite, le deuxième aspect, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Vous savez déjà que beaucoup a été fait et beaucoup est en train d'être fait, surtout depuis que le président de la République, chef suprême des armées, a pris la décision de mettre en place le WACAF pour venir en aide aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont tombés sur le théâtre des opérations. Hussein Issa, vous venez là de suivre le professeur Issoufou Katambe, ministre de la Défense nationale. Quel commentaire après l'avoir écouté, Hussein Issa? Moi, je pense que c'est une très bonne chose, ce projet de loi qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale par rapport à la situation des militaires. Non seulement l'âge de la retraite, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'à 47 ans, non seulement on doit tenir compte du fait que la personne qui va à 47 ans, après avoir peut-être passé 20 ans dans l'armée, elle a une certaine expérience, on ne peut pas mettre la personne là et à partir de 47 ans, on dit qu'il va à la retraite, alors qu'il peut être encore utile pendant quelques années, mais c'est vrai que sur le plan de la formation. Il faut également saluer, ce qui est prévu du point de vue de l'accompagnement des militaires tombés sur le terrain. Parce que le plus souvent, quand la personne décède sur le terrain, et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques temps? Si c'est dans une caserne que sa famille vit, on fait vider sa famille, on sort sa famille, et souvent c'est une situation de détresse. Moi, je connais des cas où on n'a même pas laissé la personne faire sa quarantaine. On a pris les bagages pour venir déposer dans sa famille. Alors qu'on doit pouvoir normalement laisser la personne, ou disons la famille pendant un certain temps, avant, de trouver un mécanisme. Avec ce nouveau mécanisme, je pense que ça va arranger la situation des militaires. Alors, vous pensez que c'est largement suffisant pour mettre à l'abri ces militaires-là? Mais non, ce n'est pas suffisant. Suffisant, là, chaque fois, on cherche à améliorer. Mais on ne peut pas dire que c'est suffisant, mais c'est déjà un pas important. C'est en fonction des ressources du pays qu'on peut avancer dans ces choses-là. En fonction des ressources, il y a un premier pas qui est fait. Peut-être que dans quelques années, on va essayer d'améliorer encore cette situation-là. Merci Hussein Issa Madougou. Quelle est votre opinion au sujet de ce projet de loi en faveur des forces armées nigériennes? Merci Mokhtar. Enfin, on pense à l'armée. Moi, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut que saluer l'initiative de ceux qui sont à la base de ce projet de loi. Maintenant, ce projet de loi a passé et on attend incessamment le décret de l'application. C'est
insuffisance qui a été faite parce que les hommes de rang, il y a moi je dirais que c'est même une injustice. Ceux qui sont en première ligne dans les combats les hommes de rang partent à la retraite à 47 ans, pendant que le corps n'a même pas eu à se métamorphoser cette fois pour avoir 49 ans pour être vraiment au complet. Ils sont encore jeunes et actifs. Et ils partent aussi dans quelles conditions? Il ne faut pas oublier, si on rehausse un peu l'âge de la retraite, moi je pense qu'on peut même aller jusqu'à 55 ans. Pourquoi pas? Quand on donne à des officiers pour aller à des âges avancés, pendant que ceux qui font le boulot le plus dur, eux, ceux qui sont constamment sur le terrain, ils partent d'une manière précoce à la retraite et ils vont dans la misère. Il faut aussi revoir leur solde. Parce que c'est ça aussi. Il ne faut pas que, quand on dit on va créer par exemple des centres d'instruction un peu partout pour permettre aux jeunes Nigériens de s'intéresser au métier des forces de défense et de sécurité, ça ne peut pas attirer les jeunes du moment où on sait que quand tu es dans l'armée, le plus souvent, les conditions de vie sont très difficiles. Des militaires sont très difficiles. Au regard aujourd'hui du contexte, nous sommes dans un contexte où la défense et la sécurité devraient attirer. Tout à l'heure, on avait parlé même de la hausse constante du budget de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nos pays sont confrontés à un défi sécuritaire qui impose à nos pays aujourd'hui un lourd investissement, tant sur le plan équipement, sur le plan humain aussi. Maintenant, sur le plan humain, on doit créer les conditions pour que ces gens puissent exercer vraiment dans la totale satisfaction leur métier. Quand on regarde aujourd'hui nos militaires, parfois ils sont démoralisés. Comment ça? Parce que regarde leur pays. Mais vraiment, ce qu'on paye à nos soldats, au regard du métier qu'ils sont en train de faire, on devrait penser à eux. Aujourd'hui, quand un soldat meurt sur le front, voilà quelque chose qui touche au cœur, même si vous êtes l'être le plus inhumain sur terre. Mais cette fois-ci, le ministre de la Défense a déclaré qu'il y a le WACF qui va être en leur faveur, à leur honneur. Je n'ai rien contre l'innovation. Je ne maîtrise pas d'ailleurs même les mécanismes de mise en place de ce WACF, que je pense être un investissement à long terme. Mais moi, ce que je préconise, qu'il y ait dans l'immédiat, dans le constant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Créer un mécanisme pour prendre en charge ces familles. Cette veuve, ces orphelins ont besoin de l'assistance. Parfois, le père, il est mort sur le front. Il n'a même pas resté un rang. Et vous voyez qui accueillir ces familles? Créer les conditions d'abord pour que dans l'exercice de ces fonctions de militaire, qu'ils puissent avoir accès à un logement. On peut le créer. Pourquoi ne pas aujourd'hui faire en sorte de faciliter à ceux qui, les militaires, puissent avoir leur propre maison? Mais ça avait commencé au temps de Carillo. Il y a des cités qui ont été prévues pour ça, Issa. Il faut faire un tour là-bas, voir s'il y a un homme de rang. Même s'il y a un homme de rang qui est là-bas, on sait comment les mécanismes. Non, on ne veut pas rentrer dans le débat, s'il vous plaît. Mokhtar, c'est qu'il y a du concret qu'il faudrait faire. Dans l'immédiat, je n'ai rien contre le WACF. Je n'ai rien contre l'innovation, mais il faudrait penser à un mécanisme qui peut venir en aide immédiatement à ces familles. Parce que ces veuves et ces enfants, ces orphelins-là ont besoin de l'assistance dans l'immédiat. Tout à l'heure, Hussein a évoqué, quand un soldat meurt dans les casernes, le plus souvent, on assiste à quoi? La femme n'a même pas fini le deuil. Un autre vient s'arrêter devant sa maison pour dire que cette maison m'a été attribuée, veuillez quitter les lieux. Elle va aller où? Parce que non seulement elle n'a pas les moyens, quand elle quitte la caserne pour se retrouver avec ses enfants, pour se retrouver peut-être dans sa famille. N'eût été aujourd'hui, il y a une forme de solidarité entre les femmes, qu'ils appellent leur histoire de Fouendi, qui aide petit à petit de ces femmes-là à développer leur petite et moyenne entreprise, à faire des activités génératrices de revenus. Mais quand on connaît aussi les réalités économiques, ce n'est pas du coup que ça marche. Donc, il faut penser à ça, en attendant que cet investissement-là qu'on veut faire à ces orphelins, à ces veuves, puisse aboutir. Alhaji Mohamed Souleymane, Issa ne connaît pas le WACF, ne sait pas ce que veut dire le WACF. Avez-vous une idée du WACF? Le WACF, il faudrait que, moi je pense qu'au-delà même des veuves et des orphelins de FDS, c'est un mécanisme dont la société globale pourrait bénéficier, parce que tout simplement, ce n'est pas aussi un investissement à long terme. Le WACF, c'est vraiment il est demandé aux institutions ou bien aux musulmans, aux personnes privées,
en tout cas, de faire, quand tu es riche, c'est-à-dire que d'habitude, tout est bien. Quand tu es multimilliardaire, du point de vue de l'éthique, de la philosophie de l'islam, c'est que quand tu meurs, le reste revient aux héritiers. Alors que l'islam, dans le Coran et la Sunna, on a prévu justement un mécanisme où tu pouvais investir pour toi-même, même quand tu meurs, tu vas recevoir le bénéfice en termes de récompense. Cette pratique, ça se fait au Niger? Mais justement, l'État a créé le cadre juridique et institutionnel. Franchement, c'est assez innovant comme démarche. Et le mardi passé, cette structure a fait donc son conseil d'orientation, présidé par le Dr Hamid Al-Gabid, en tout cas avec Khadija Youssef, qui est directrice générale. En tout cas, ce que j'ai vu comme présentation, franchement, ils ont besoin de notre soutien pour vraiment accompagner. Et je pense que, comme je l'ai entendu dire que la directrice générale, en tout cas, elle tient justement à la situation de FDS, les veuves et les orphelins, comme à la première décision. Autrement dit, elle fait de ça vraiment un élément très important dans la philosophie, en tout cas dans le WACF, en tout cas ici au Niger. Oui, dans le cadre du WACF, est-ce qu'il est attendu d'autres fonds qui doivent venir de l'extérieur? Mais justement, le WACF il est ouvert. C'est-à-dire, par exemple, déjà, quand le centre commercial qui est là un peu vers l'ancien marché. À côté de la Solitude. Tout à fait. Donc, ce centre-là, commercial, il est dédié à l'université islamique pour la faculté de jeunes filles, qui est censé, tu vois, non seulement financer les activités de l'université, entretenir le meuble, mais aussi investir les ressources, ce qui fait qu'en réalité, c'est une personne privée qui a mis son argent, un musulman, en tout cas, juste, il fait ça pour œuvre utile, en tout cas, pour la société. Donc, il y a beaucoup de bonnes volontés. En fait, ici, il faut de la communication pour amener les gens à comprendre vraiment, non seulement ici, localement, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, même les militaires, en tout cas, qui ont engagé, en tout cas, qui sont riches, tout celui, en tout cas, tous les musulmans, c'est ici vraiment, c'est une affaire privée. Ici, une initiative privée, mais à but vraiment social. Vraiment, comme on l'a dit Khadija, en fait, le WACF, il faut le sortir du Coran et de la Sunna pour, en tout cas, faire un truc, en tout cas, pour organiser la solidarité au niveau, en tout cas, parce que nous sommes, c'est-à-dire que si c'est bien compris et bien appliqué, on n'a plus besoin de tendre la main parce que tout simplement, vous conviendrez avec moi, il y a beaucoup de milliardaires, même localement, qui peuvent effectivement faire cela. Mais je voudrais vraiment apprécier un peu cette... j'ai écouté le ministre Katambe, franchement... Au sujet de l'adoption de la loi du statut du militaire. Ce qui, en tout cas, m'a retenu mon attention, en tout cas, le Niger voudrait vraiment se doter d'une armée véritable. Le ministre l'a dit, aujourd'hui, nous avons 25 000 hommes pour un territoire quand même de 1 260 km². Donc, vous voyez, et on sait que véritablement, aujourd'hui, les grandes armées du monde, quand je maintiens tout simplement au classement du Global Firepower, donc un site américain spécialisé en tout cas de la défense, donc qui montre que les plus grandes armées, en tout cas, elles se distinguent vraiment par d'abord le nombre d'hommes, l'effectif, donc les armes, l'artillerie, en tout cas les avions. Le renseignement. Ouais, justement, beaucoup de moyens, en tout cas, ce qui fait que, par exemple, en Afrique, l'Égypte, l'armée égyptienne, en tout cas, fait partie des 10 premiers dans le monde et elle est 9e, selon le classement de 2020. Donc, vous voyez, et quand vous voyez, par exemple, l'armée égyptienne, pour l'Égypte a presque 100 millions, ils ont 99 millions quelques d'habitants, mais l'armée a 920 000 hommes, presque 1 million. Donc vous voyez, en réalité, il dit que bientôt, on va passer de 25 millions, en tout cas l'État doit faire en sorte qu'il y ait 50 000 hommes, et on va, parce que tout simplement, il dit qu'il n'y a que de cette instruction à Niamey, je crois, et à Zander, et il voudrait effectivement que toutes les régions du pays et des centres d'instruction, et il voudrait qu'effectivement les jeunes Nigériens voient dans l'armée, en tout cas, un truc où il y a vocation de faire carrière, autrement dit de l'emploi, mais il faut valoriser justement le traitement. Oui, effectivement, dans ce sens, au cours de cette même plénière à l'âge Mohamed Souleymane, le ministre de la Défense nationale a informé les parlementaires de l'ouverture à partir du 1er janvier 2021 d'une école de formation d'état-major au Niger. Qu'est-ce que cela peut fondamentalement changer?
Le ministre a dit d'abord, nos officiers sont victimes d'une certaine injustice. Quand ils veulent avancer dans leur carrière, il n'y a pas un cadre donc, pour leur permettre d'aller étudier. D'avancer. Même quand ils vont à l'extérieur, c'est une minorité qui est, en tout cas, qui a avoir le cursus. Donc, si on a donc l'école d'état-major ici, ça va permettre donc à nos officiers d'avancer dans leur carrière normalement. Donc, moi, je pense qu'il faut saluer l'initiative, en tout cas, du ministère de la Défense, donc du gouvernement. Cela veut dire que Katamba, véritablement, il est en train, en tout cas, d'innover, de poser vraiment des actes dans le sens de doter notre pays avec une armée. Vous conviendrez avec moi, dans le contexte terroriste actuel, on a besoin vraiment d'une armée équipée, d'une armée en tout cas où il y a beaucoup d'hommes, d'une armée où on a des avions, on a vraiment ce qui fait une armée capable véritablement par elle-même de défendre le territoire national. Issa Amadou, vous avez 40 secondes. Oui, d'accord. Oui. Merci Alaj pour cet éclairage sur le WACF parce que c'est un mécanisme que je ne connais pas très bien, mais je vais encore explorer cela pour le comprendre. Mais je pense que dans ce mécanisme qu'on a mis des garde-fous, parce qu'on est dans un contexte où aujourd'hui les gens n'ont même pas peur de Dieu. Parce que vous parlez du Coran, les gens, même si on dit que c'est pour les orphelins, aujourd'hui les gens sont capables du pire. Il y a des gens qui ont à la place du cœur, ils n'ont rien même. Même pas une pierre. C'est-à-dire que ce sont des inhumains. Donc, il faut puisque vous voyez comme les gens aujourd'hui, le détournement des deniers publics est devenu une spécialité, un métier pour certains, il faut qu'ils ont créé les mécanismes pour bien encadrer, pour que celui qui vole puisse être sanctionné. Non, il faut prendre les choses vraiment comme dans le contexte nigérien, au sérieux. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peur de rien. Même si on dit pour les orphelins, même ces mêmes orphelins, ils sont capables de les vendre. À plus forte raison, des biens qui sont destinés. Il faut que moi, j'encourage aujourd'hui cette structure, qu'elle puisse continuer vraiment dans le bon sens et qu'elle puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'il y ait la transparence. Maintenant, pour finir, quand on parle de le corps, faire en sorte que l'armée puisse attirer des jeunes, c'est très simple. Ne rendez pas les militaires misérables. Payez-les, augmentez la solde. Il ne faut pas que les grands continuent à manger les petits. On va observer une courte pause, Issa. Oui. Célébration lundi 30 novembre dernier au Niger de la 7e édition de la journée nationale de la liberté de presse avec pour thème journalisme en période électorale, promotion de la culture de la paix, coexistence pacifique des populations. Elhadji Mahamadou Souleymane, au-delà de cette thématique, comment se porte aujourd'hui la liberté de la presse au Niger? Mokhtar, la liberté de la presse, je pense que relativement, nous pouvons considérer que la presse nigérienne est totalement libre. Il suffit de suivre les chaînes de télévision, lire les journaux, écouter les radios. En tout cas, de ce point de vue, je pense que on a de bonnes raisons en tout cas de considérer que l'essentiel est dans un contexte démocratique. Je pense que c'est acquis de haute lutte et je pense qu'en ce moment, là n'est pas le débat. Maintenant, véritablement, le problème de la presse nigérienne, c'est d'abord les acteurs eux-mêmes. Comment ça? Vous voyez, par exemple, le lundi passé, le 30, à l'occasion de la fête, il y a un panel très intéressant qui va nous permettre de discuter de nos problèmes. Mais il y a tout sauf les journalistes, il y a tout simplement des étudiants de l'IFTIC, quelques, en tout cas, invités qui étaient là. Mais les journalistes n'étaient pas là. Comment expliquer selon vous ce comportement des journalistes nigériens? Je peux dire que tout simplement l'indifférence qui fait que véritablement on a des problèmes réels, mais on ne peut pas venir ensemble nous occupons des problèmes des autres, pas nos problèmes. Parce que, par exemple, la convention collective, on parle tant. On parle de l'accès à la publicité, donc pour la presse privée. Donc tout cela, c'est ça qui va garantir un bon salaire. Lorsqu'un journaliste est payé 25 000, 50 000, il ne peut pas faire du journalisme. Je suis désolé. Donc c'est-à-dire que véritablement, et il nous faut en tout cas cet élan de solidarité, en tout cas cet effort de discuter de nos difficultés pour véritablement sortir de l'ornière. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez l'économie de la presse, on sait qu'un organe de presse vit de la publicité et des recettes de sa vente ou bien en tout cas de ses produits. Mais à partir du moment où cet élément est biaisé, vous voyez, c'est pourquoi on constate la presse africaine en général, elle est boupelée, entretenue soit par les politiciens,
donc de l'opposition ou bien de la majorité, parce que tout simplement, l'économie en tant que telle de la presse, elle n'est pas opérationnelle. Donc, les gens trouvent d'autres mécanismes, en tout cas, pour se vivre. Et je pense que véritablement, c'est parce qu'il y a une certaine, en tout cas, démission des journalistes qui sont là véritablement à faire... Mais est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose à ce niveau? Le gouvernement ne peut pas régler le problème des journalistes. Il voit autant les gens qui sont au pouvoir, autant les gens qui sont à l'opposition, les hommes politiques, ils vont toujours chercher à manipuler la presse. Ils ne vont jamais régler le problème de la presse de façon qu'il y ait une presse libre, parce qu'en réalité, tous, tant qu'ils sont, les hommes politiques n'ont pas besoin d'une presse totalement libre, parce qu'en réalité, quand on est à l'opposition, quand on vient au pouvoir, on les a vus aujourd'hui dans notre démocratie. Tous ceux qui sont passés, en tout cas, au pouvoir, ils ont en tout cas une façon de se comporter avec la presse. Donc, en réalité, personne ne peut libérer la presse à notre place. Donc, c'est pourquoi moi j'appelle, en tout cas, il faudrait qu'on discute de nos problèmes, qu'on puisse véritablement... Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui des mauvaises pratiques. Il y a, par exemple, lorsque... je sais de quoi je parle véritablement. Lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est venu dans la presse, aujourd'hui, la presse est prise en otage par vraiment des intrus. Par exemple, des vendeurs de journaux qui ont des journaux aujourd'hui. Je connais quelqu'un, par exemple, il a 2 journaux. Un, il dit il le met à l'opposition. Vous voyez, en fait, c'est un problème réel. Et l'autre aspect qu'il faut quand même aussi déplorer, c'est que dans l'accès à la fonction de journaliste, c'est le métier le plus ouvert. Tu viens aujourd'hui, tu fais un stage de 3 mois. En fait, c'est pourquoi souvent les gens disent que notre métier, c'est que c'est les recalés, on dit, de l'université ou bien des écoles privées. Vous voulez dire qu'il y a des insuffisances des textes à ce niveau? Non, en réalité, en fait, le législateur, en tout cas au niveau du CSC, nous sommes quand même au début de la démocratie. Il faut être très large, il faut libérer l'espace. Selon vous, il faut revoir les textes. Mais justement, il va falloir créer des conditions. En tout cas, si on veut la qualité de journaliste, n'importe qui n'est pas devenu journaliste. Hussein Issa Jibo, la maladie du coronavirus a négativement impacté beaucoup de médias nigériens. Comment tirer les leçons au sujet des conséquences de cette maladie? Bon, vous savez, le problème fondamental, ce n'est pas uniquement que les médias, et ce n'est pas spécifique au Niger. Cette maladie, on sait la panique que ça a suscité sur le plan mondial. Et jusqu'ici, ça continue à faire des ravages. Maintenant, évidemment, la presse, ce n'est qu'un secteur. Et évidemment, la presse a été impactée quelque part. Parce que les annonceurs, pendant cette période-là, chacun s'est rétracté. Il y avait, comme avait dit, le confinement qui était là. Il n'y avait pas les activités, les cérémonies. Il n'y avait pas, comme avait dit, les ateliers, les couvertures payantes, il n'y en avait pas. Et ça, naturellement. Mais de là à vouloir mettre les journalistes dehors, parce qu'il y a des médias qui ont fait ça, qui ont licencié des journalistes, non. On doit peut-être trouver des mécanismes souples pour maintenir celui qui a travaillé avec vous pendant des années, à cause d'un événement, d'une situation particulière qui est là, qui est passagère. Même ce genre dehors, moi, j'ai trouvé que c'était injuste de la part des promoteurs des médias qui ont fait ça. Parce qu'aujourd'hui, la situation s'est rétablie. Là, c'est du tort. Mais le problème fondamental des médias de manière générale au Niger, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas. C'est vrai, les médias, en tout cas du point de vue du financement, il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais souvent aussi, il faut reconnaître que les promoteurs, quand ils créent, ils ne font pas l'effort de mettre les journalistes dans les conditions en se plaignant de manque de publicité et tout et tout. Moi, je dis, il faut qu'on trouve un mécanisme pour mettre fin à cela. Cette histoire de convention collective, oui. Alors, Hussein Issa, comment davantage rendre ces groupes de presse, ces médias plus viables et plus dynamiques au Niger? Mais la viabilité, c'est quoi? C'est la viabilité de l'économie. Quand l'économie du pays même est morose, bien évidemment, ça ne va pas impacter que la presse, ça va impacter tous les autres secteurs. C'est-à-dire que la publicité, c'est la principale source de revenus des médias. Mais quand il n'y a pas la publicité, quand il n'y a pas beaucoup d'annonceurs, bien évidemment, les gens vont souffrir. Maintenant, de l'autre côté, par rapport à l'amélioration des conditions des journalistes, moi j'ai dit, il faut trouver le mécanisme de la convention collective, par exemple, pour mettre les journalistes un peu à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est ça. Surtout quand vous allez au niveau des médias audiovisuels, vous allez trouver des journalistes qui ont fait tous les tours des radios, ou tous les tours
le truc de toutes les radios, le truc de souvent les télés, ça c'est pas normal. C'est pas normal et je pense que c'est une réflexion d'ensemble. Mais malheureusement, les structures chargées de faire cette réflexion-là, ces structures-là ont tendance à démissionner. Merci Ousseini Issa Madougou. Quelles sont les attentes des Nigériens vis-à-vis des journalistes, surtout en cette période électorale? Oui, c'est bien que le thème de cette journée soit en lien avec ce contexte électoral, puisque les médias ont un rôle déterminant à jouer dans ce contexte. De la collecte de l'information jusqu'au traitement et la diffusion, il faudrait que les règles soient respectées. Au niveau de la collecte, c'est qu'on attend des journalistes qui vérifient ses sources, qui donnent la bonne information. Dans le traitement, on attend de lui l'impartialité. La rigueur. La rigueur dans le traitement. Et dans la diffusion, que ce soit une large diffusion pour que tous les Nigériens, s'il a les moyens, si ça lui permet de diffuser pour un large public, ça, il est souhaitable. Mais parlons aujourd'hui de la presse dans ce contexte électoral. Aussi m'amène à poser la question aujourd'hui, les médias face aux réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, le problème fondamental qui est en train de tirer vers le bas les médias, ce sont les réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que les auditeurs, les spectateurs ne se retrouvent pas à travers les médias traditionnels? Non. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un vide? Non, c'est rien du tout. Parce que les gens sans morale, sans valeur, se substituent à des journalistes à travers la création de faux pages. OK? Pour faire des écrits et faire signer. Ne soyez pas surpris, Mokhtar, un bon matin d'être réveillé et de trouver un acte signé Mokhtar Ahmadou, dont vous ne connaissez même pas la personne. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des sanctions qui sont prévues par les textes à la matière? Il y a cette loi sur la loi de la cybercriminalité. Mais comment la loi, même sa présentation, a créé une certaine confusion. Parce que les journalistes ont vu... Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a cela, c'est le journaliste qu'on attaque parce que c'est le journaliste qui a un statut. Mais est-ce qu'on a réellement défini le statut du blogueur et de l'utilisateur du réseau social? Parce que c'est tout ça qui constitue un problème. Aujourd'hui, le rôle que les médias doivent jouer, même si ces médias arrivent à jouer ce rôle dans ce contexte électoral pour l'avènement des élections apaisées, moi je pense que c'est les réseaux sociaux plus qu'il faudrait contrôler. Parce que c'est ça aujourd'hui qui se passe. Parce que ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, à la rigueur, Mais pourtant, il y a la loi sur la cybercriminalité. La loi, on est au Niger. On a combien de lois dont l'application elle est sélective? Ça frappe d'autres Nigériens et il y a d'autres Nigériens qui sont exemptés de l'application de cette loi. Aujourd'hui, vous avez des exemples? Non. Mokhtar, vous avez traité combien de fois de ce sujet? Vous voulez que, si vous me donnez assez de temps, on va citer plein d'exemples ici. Moi, j'en ai plein d'exemples et vous en avez plein d'exemples. Voilà, juste pour clôturer, moi je pense que le défi pour les médias dans ce contexte électoral, c'est qu'on arrive à trouver le juste milieu pour s'accorder à travers l'utilisation de ces réseaux sociaux. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, El Hadj Mohamedou Souleymane du journal en ligne Niger Inter, Issa Madougou, journaliste indépendant, et Ousseini Issa Djibo, journaliste indépendant également. Merci à vous tous, chers auditeurs, auditrices, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur les 46 radios et 6 télévisions partenaires du studio Kalangou pour suivre le programme L'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur les musées du Niger, et dimanche, le forum en Zarma sur le mariage des enfants au Niger en pleurs et voie de recours. Merci aussi à la technique côté son assuré par Saini Isaka et à la réalisation Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.